OK. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à J16. Le temps passe très vite. C'est le dernier jour, dernière assemblée générale dans le cadre de notre programme d'apprentissage par les pairs pour l'équité dans la recherche et la pratique. Il y a de cela à peu près, oh, il faut que je corrige cette date, nous sommes le 30 septembre. Donc, il y a de cela à peu près 2 semaines, nous avons lancé ce programme d'apprentissage et nous avons parcouru un certain nombre d'étapes pour arriver jusqu'ici. Euh, Quelques indications d'ordre pratique. Si vous n'arrivez pas à m'entendre, il faudrait que vous activez l'audio sur votre appareil donc, en suivant les 2 étapes qui s'affichent à l'écran. Si vous avez des soucis de connexion Internet, n'hésitez pas de arrêter les vidéos entrant pour sauvegarder votre bande passante. OK? Et puis, maintenant, comme je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2025 et c'est la 16e journée de notre programme d'apprentissage. Et aujourd'hui, nous avons un seul but, un seul objectif, c'est de vous inviter à présenter les versions finales de votre projet de terrain. C'est ce que vous avez fait depuis le début de ce programme, depuis le début de cet exercice. Vous avez commencé par le développement d'un projet de terrain portant sur la résolution des problèmes d'équité que vous avez constatés dans votre contexte, utilisant une grille critériée bien précise. Donc aujourd'hui, je vais me retourner vers vous le moment venu pour vous inviter à prendre la parole et nous présenter votre projet de terrain. Juste à titre de rappel, qu'est-ce qu'il s'est passé quand? Nous avons commencé le 8 septembre et on vous avait invité de commencer à travailler sur votre projet. Le 9 et le 10 septembre, nous avons eu les séances de découverte et d'exploration. C'était 3 heures intenses de travaux de groupe vous permettant de bien apprendre des expériences des autres sur sur ce que vous deviez faire pour développer les projets. Ensuite, nous avons eu un bon nombre de séances de soutien par les pairs. Et puis, vous avez eu à déposer la version initiale de votre projet de terrain. Vous avez pratiqué la revue par les pairs en donnant des retours, des commentaires constructifs pour les travaux de 3 collègues. Et puis, vous avez révisé votre projet de terrain en utilisant tout ce que vous avez appris depuis le début de la formation. Juste pour dire que pour ceux qui n'ont pas encore déposé la version finale de leur projet de terrain, vous avez jusqu'au 3 octobre, délai de rigueur pour le faire. Et nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit, à notre dernière Assemblée générale. Je tiens à saluer, merci, Mbeswa, pour sa présence aujourd'hui. Et juste pour répondre à votre question, merci. La séance est automatiquement enregistrée et comme pour les autres séances, l'enregistrement serait disponible au niveau de la plateforme Go d'ici demain. Je salue aussi Mamadou Ibrango, Brigitte Megan qui se connecte. Comme d'habitude, quand vous connectez, si vous pouvez indiquer votre pays et votre ville dans le chat, cela serait bien. Donc, je tenais à féliciter tous ceux et celles qui ont soumis la version finale de leur projet dans les délais. Il s'agit de 54 personnes. Donc, si votre nom s'affiche ici, vous faites partie du tableau d'honneur. Donc, vous avez déjà déposé votre projet de terrain amélioré. OK? Et ça, les données ci ont été téléchargées aujourd'hui à 11h25. Donc, si vous avez déposé pour vous, après 11h25 d'aujourd'hui, votre nom ne va pas figurer sur cette liste. Donc, activité requise pour la certification, juste un rappel. Vous devez être présent à la séance de découverte de J2, à la séance d'exploration de J3, ou bien marquer, ou bien regarder l'enregistrement et marquer comme terminé cette activité au niveau de la plateforme. Il était aussi question pour vous de remplir le questionnaire de retour d'information pour J2 et J3, de déposer votre projet de terrain
de donner 3 évaluations par les pairs dans les délais, de participer à l'Assemblée générale de J1, J9 sur la revue par les pairs, de déposer un projet de terrain révisé dans les délais, participer à cette Assemblée générale et puis il y a une évaluation post-exercice que vous devez compléter après. Donc, voilà un peu euh, les activités requises pour la certification. Et à la fin de cette séance, on va vous montrer euh, les prochaines étapes par rapport à la certification. Donc, d'ici le 3 octobre, vous devez aussi faire remplir l'évaluation post-formation avant d'évaluer votre expérience. Et nous voulons aussi recueillir vos commentaires. Donc, il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, d'une exigence pour la certification. Il y avait aussi des activités facultatives, à savoir les séances de soutien par les pairs, la participation au café à distance et l'auto-évaluation de votre projet de terrain. Voilà. Donc, moi, j'ai souhaité parler pendant moins de 5 minutes et puis vous passer la parole parce que nous sommes arrivés au cœur de cette assemblée générale, c'est-à-dire vous invitant de présenter votre projet de terrain. Vous n'avez pas besoin de partager l'écran, mais si vous avez la possibilité de partager l'écran, allez-y, faites-le. Je vais chronométrer cette étape. Donc, vous avez 5 minutes. 5 minutes pour donner un aperçu de votre projet de terrain. Vous allez résumer votre projet de terrain en soulignant les éléments clés de chacune des 5 sections de la rubrique. Que s'est-il passé? Quelle était la cause racine? Quel était votre rôle? Quel était votre plan d'action? Et l'avez-vous examiné à la lumière des principes d'équité en matière de santé? Donc, levez la main si vous souhaitez. Je ne sais pas maintenant. Est-ce que tout le monde peut baisser sa main comme ça? On va lever les mains de nouveau. Comme ça, seuls ceux qui souhaitent présenter leurs travaux projet de terrain, OK, vont rester. Donc, je vais commencer par vous, Patrice. J'ai vu Patrice. Après Patrice, nous allons écouter Priska. Après Priska, Mireille. Après Mireille, Ibrahima. Oui, allez-y, Patrice. Euh, Patrice, nous avons du mal à vous entendre. Désolé, c'est une ancienne main. Bonjour, Charlotte. OK, d'accord. Donc, je vais vous désactiver. OK, nous allons alors commencer avec Priska. Priska, allez-y, activez le micro et D'accord, je vais lancer mon chronomètre. Vous d'accord. avez C'est cinq bon? minutes. D'accord, merci beaucoup. Je suis Talbousouma Priska, je viens du Togo et je suis médecin généraliste dans une formation sanitaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis que je suis sur le terrain, ça fait déjà 6 années, j'ai eu à perdre du personnel de santé qui sont décédés malheureusement, mais c'est après leur décès. Malheureusement, c'est comme si nous avons perdu Priska. Priska a sûrement les soucis de connexion Internet. Nous l'avons perdu. Donc, je vais enchaîner directement avec une autre personne et j'espère que la connexion serait en votre faveur. Donc, Mireille, ou bien c'est un ancien main, vous allez me le dire. Alors, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Mireille. Ok, Charlotte, s'il te plaît, moi, je vais préférer peut-être parler après les autres parce que moi, j'avais déjà présenté mon sujet. OK, J'avais juste, oui, oui, ça sera juste un petit conseil parce que en parlant avec les collègues dans les rooms, là où vous avez envoyé, j'ai remarqué une chose, c'est-à-dire que quand un collègue présente son sujet, j'ai l'impression que les évaluateurs, les gens qui, qui, qui reçoivent les sujets là-bas ne lisent pas du connu à l'inconnu. Je pense peut-être qu'ils ne parcourent pas tout pour donner des idées, pour donner des conseils à la personne qui a soumis son travail. Parce que si vous ne lisez pas bien, la personne ne saura pas, hein, ne saura pas changer ce qu'il a fait.
Donc, c'est sûr, peut-être que il faut demander aux évaluateurs de voir quand vous recevez les sujets, parcourez, étudiez et voyez ce qui ne va pas et donnez maintenant votre point de vue. Merci beaucoup. OK, C'était juste merci. ça. Merci beaucoup pour ce partage, Mireille. OK, je vois que Priska est de retour. Donc, Priska, nous allons réessayer. Et vous allez voir que je vais lancer hein, le chronomètre. Donc, allez-y, on vous écoute, Priska. OK, Priska a toujours des soucis. Donc, Rivero, Allô? Rivero, Allô? oui, oui. OK, oui, allez-y. D'accord. Bon, je vais me reconnecter avec l'ordinateur. Là. OK, Rivero, on vous écoute. OK, allez-y, vous avez la parole. 5 minutes. D'accord, Madame Charlotte. Bon, je vais essayer pour voir si je peux partager mon écran. C'est pas possible. OK, j'arrête le Oui. partage de mon côté D'accord. et puis je vous donne la possibilité de partager. OK, allez-y, vous pouvez partager maintenant. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui, vous pouvez zoomer un peu. Là, est-ce que... OK, c'est bon, allez-y. D'accord. Merci à vous. Donc, la situation d'inéquité que j'ai choisie pour mon projet de terrain, c'était une équité d'accès à la vaccination pour la population élevée vivant en zone frontalière et éloignée du centre de santé de Pétenga. Donc, la description de la situation, dans le nord du Bénin, précisément dans un village relevant de l'aire sanitaire du dispensaire isolé de Pétenga, une enquête communautaire sur les activités de vaccination a été menée en mars 2017. Nous y avons identifié une population vivant à proximité de la frontière avec le Togo, composée en grande partie d'éleveurs. Cette population n'a pas bénéficié de la vaccination. En effet, elle rencontre des difficultés à se rendre au centre de santé et lors des activités de stratégie avancée, les agents de santé ne se déplacent pas jusqu'à eux. Au cours de notre visite au centre de santé, il nous a été expliqué que la zone ne dispose que d'une seule infirmière et d'une aide-soignante, ce qui limite la possibilité d'organiser des stratégies avancées vers les villages éloignés. Avec la méthode des 5 pourquoi, la cause profonde qui est associée à ces situations d'inéquité, elle était la planification, un problème de planification du système de santé qui ne prend pas suffisamment en compte les populations éloignées et nomades. Vous me suivez? Je vous écoute. D'accord, Il vous reste 2 minutes 48 secondes. c'est bon. Donc, en ce qui concerne mon rôle, en tant que moniteur de cette campagne de vaccination, j'ai été réellement surpris par cette situation. Bon, afin d'en comprendre les causes possibles, j'ai mené des investigations dans les centres de santé et auprès de certains leaders communautaires après avoir recueilli les informations nécessaires et, dans le cadre de mon rôle d'enquêteur sur l'effectivité de la couverture vaccinale, j'ai rédigé un rapport pour mettre en évidence le problème, montrer son impact sur la couverture vaccinale et lister les conséquences potentielles sur le contrôle des épidémies, d'autant plus que cette population vit à proximité d'une frontière informelle avec un pays dont la situation sanitaire est plus préoccupante que la nôtre. Pour mon plan d'action, l'objectif général était de garantir une couverture vaccinale équitable en intégrant les populations éloignées et nomades dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des campagnes de vaccination dans la zone sanitaire de Pétenga. Pour les activités, la première activité était de cartographier et recenser les populations éloignées et nomades. Les responsables étaient l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire, les chefs de village, les relais communautaires. Et ça, c'était pour une période de 3 mois. Adapter le microplan de vaccination pour inclure ces populations. Ça, c'est le rôle des infirmiers, chefs postes, équipe du programme maladie de vaccination sur une période de 4 mois. Renforcer les ressources humaines et logistiques pour les stratégies avancées et mobiles.
Ça, c'est le rôle de la direction départementale de la santé et aussi des partenaires techniques, que ce soit l'OMS ou l'UNICEF, sur une période de 6 mois. Former des agents de santé sur la prise en compte des populations vulnérables et nomades, l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire, formateurs régionaux, PEV, sur une période de 6 mois. Mettre en place un système de suivi, évaluation spécifique. Le rôle de l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire, toujours. Comité local de suivi avec les relais communautaires. Ça, c'est un truc qui sera continu quand même pendant les activités. On fera les évaluations de façon semestrielle. Sensibiliser les leaders communautaires et les éleveurs pour améliorer l'adhésion à la vaccination. Ça, ce sera le rôle des relais communautaires, les agents de santé communautaire et aussi les petites ONG locales. Et ça, ce serait en continu. Donc, c'est tout le travail. Merci à vous. OK, Je vous remercie. merci beaucoup, Rivero. Et je vois que vous avez respecté le temps. Vous avez fini 3 secondes d'avance. Donc, félicitations à vous pour ce partage. OK, donc maintenant, nous allons passer à une autre personne. J'aurais souhaité que ça soit sûrement une femme dont je regarde les mains levées pour voici. Je ne sais pas si Ida, êtes-vous en mesure d'activer le micro? Et puis après, nous allons réessayer avec Priska qui est revenue. Mais sinon, Ida, si vous n'activez pas le micro, je vais me retourner vers... Allô, Oui, oui, allez-y, on vous allô. écoute. Oui. Euh, Merci beaucoup pour la parole. Et vous avez 5 Euh, minutes, Ida. ok, merci beaucoup. Moi, je travaille. Le titre de mon projet, c'est renforcer la résilience sanitaire communautaire face aux inondations à Boma et ses environs en RDC, selon l'approche ERT. Le contexte de la situation, au fait, la province du Congo central, principalement la ville de Boma et les villages qui sont en périphérie, font face à des inondations récurrentes par la montée des eaux du fleuve Congo, par une urbanisation anarchique des zones inondables du fait de leur situation géographique. En fait, la ville est au bord du fleuve qui déborde le plus souvent parce que le fleuve va vers l'embouchure, vers l'océan Atlantique à 60 km. Il faut noter que cette ville est proche du forêt de Mayombe qui a une superficie écosystème d'environ 36 km, incluant différentes formations écologiques. Alors, ces catastrophes naturelles entraînent la destruction des infrastructures de base, notamment de ressources d'eau, des latrines, des maisons d'habitation, exposant ainsi les communautés rurales à des maladies hydriques telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra, la fièvre jaune et la rougeole. Euh, alors, il faut signaler que lors de mon passage de visite de terrain, en janvier 2025, il y a eu des inondations et en février, lors de mon passage, je fais face à une situation où le don que le gouvernement avait apporté pour soutenir les sinistrés ont été répartis de façon inéquitable. C'est-à-dire, c'est plus dans la ville où les gens se sont accaparés de tous les biens et tout. Et la population environnante et les villages environnants n'ont pas eu à bénéficier de ces dons. De ces faits, on observe au niveau de villages périphériques le manque d'accès aux soins, plus le soin de santé spécialisés, la rareté des médicaments essentiels, le recours à la médecine traditionnelle. Et les enfants sont en conflit avec la vaccination de routine. On a une mauvaise usage des moustiquaires imprégnés et il y a beaucoup de sans-abri et les maladies hydriques et tout. Mais aussi une perception mystique de la cause des inondations parce que la population s'est dit non, en fait, les fleuves s'effacent, souvent ce sont des ancêtres, des malédictions. C'est comme ça que cette situation nous arrive souvent à répétition. Alors, face à cette situation, avec les 5 pourquoi,
La cause profonde retenue était l'absence de sensibilisation sanitaire communautaire combinée à une gouvernance défaillante dans la répartition des ressources post-catastrophe. Alors, en tant que professionnel de santé, pédiatre et aussi leader communautaire, parce que je suis nommée chef d'ERI par le bourgmestre, donc, vu que j'ai cette double casquette, j'ai cette capacité d'influencer la communauté et aussi d'apporter mon appui en tant qu'agent de santé. Alors, comme problème, comme plan d'action, il fallait résoudre le problème de manque d'eau potable et des latrines non conformes. Alors, sur ces, nous avons pensé intégrer les formations sanitaires et l'équipe pour construire le puits d'eau et les toilettes dans les normes. Et pour cela, il faut l'équipe de santé communautaire et puis les autorités administratives. Alors, pour faire face aux mauvaises croyances, là, il faudra donc sensibiliser la communauté et là, on pourra s'associer aux leaders communautaires ainsi que l'équipe de promo santé, l'équipe de la promotion de la santé. Et pour faire face au mauvais usage de moustiquaires, là, on s'est dit qu'il faudra vraiment faire une campagne d'utilisation correcte parce que la population vend ses moustiquaires vers le pêcheur pour avoir un peu de poisson. Mais ils ne se rendent pas compte que les enfants, après, font beaucoup de paludisme. Donc là aussi, nous allons nous associer aux promotions de la santé, aux leaders communautaires pour pouvoir résoudre ces problèmes. L'absence de soutien psychologique parce qu'après les inondations, la population, il y a beaucoup de décès, les enfants décèdent, il y a des familles qui perdent 2 à 3 enfants et tout. Et là, il faudra vraiment un soutien. Là, il faudra faire une sensibilisation, une prise en charge avec l'équipe santé mentale. Des aides humanitaires qui sont mal distribuées et tout. Là, on va faire le plaidoyer avec les autorités pour pouvoir faire des répartitions de façon équitable. Une faible couverture vaccinale, là, il faudra vraiment faire la stratégie avancée pour résoudre ces problèmes. Et l'absence d'éducation sur l'environnement. En tout cas, là, il y a les universités et tout, locales, mais il n'y a pas de département d'environnement dans cette université. Donc, on se disait voir les autorités universitaires et puis le gouvernement pour qu'on puisse créer le département d'environnement parce que vu la ville, sa situation géographique, il faudra vraiment que la population se rende compte des enjeux environnementaux auxquels ils doivent faire face. Et aussi, nous voulons faire des sensibilisations au niveau de sensibilisation en ce qui concerne la préparation aux urgences. Il vous reste 30 secondes, s'il vous plaît. Ouais. OK, sensibilisation en ce qui concerne la prise en charge des urgences. Et là, vraiment, nous voulons travailler avec la DPS ainsi que les zones de santé. Et aussi, il y a absence de sensibilisation pour la protection des patrimoines, la forêt, donc, notamment les déboisements et tout. Là aussi, travailler avec les leaders communautaires. Alors, pour cela, normalement, il faut un plan d'évaluation. Nous avons fait un plan d'évaluation et l'objectif principal est vraiment de réduire de 50% la morbimortalité liée à l'eau et au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans d'ici décembre 2026. Et pour maintenir ces résultats, il faudra vraiment se rassurer de l'autonomisation de la communauté par des formations, la prise de conscience de leur rôle et les premières activités acquises. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que ces projets visent à transformer une situation d'injustice environnementale et sanitaire en une opportunité de renforcement communautaire à long terme. Il incarne des valeurs humanitaire, équité, action, réflexion, transformation et s'inscrit pleinement
dans une logique de développement durable. Merci. Merci beaucoup, Ida Noki. Et je vais inviter le reste de la salle. Si vous écoutez les projets de terrain, vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans le chat. Et j'ai salué le fait que tout à l'heure, il y a un collègue, il y a Jean-Claude Lojo qui a laissé un conseil pour Ribeiro. Et donc, Ribeiro, allez-y, rendez-vous dans le chat pour voir ce que Jean-Claude dit. Un conseil pour Ribeiro, il faut faire des propositions d'action sous votre contrôle. Sinon, vous risquez de ne pouvoir atteindre l'objectif. OK? Donc, maintenant, nous allons écouter Anissé. Anissé, allez-y. Anissé, tous les deux, activez le micro. Vous avez 5 minutes. Et j'espère que vous m'entendez bien. Allô, Charlotte, vous me recevez? Oui, 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 on vous écoute 5 sur 5. Ok, bon, je vais vous faire l'économie de mon projet de terrain qui portait sur le faible accès à la vaccination de routine des enfants nomades dans les régions du Septentrion au Cameroun. Donc, l'histoire part d'une supervision des journées nationales de vaccination où nous avons vacciné un groupe de nomades et parmi lesquels il y avait plusieurs enfants, zéro dose, donc qui n'avaient jamais été en contact avec la vaccination. Et la situation n'était pas isolée parce que cela s'est répété. Nous l'avons revu plusieurs fois dans les régions du Septentrion où on a des enfants nomades. Et nous notons donc que ce service ne leur est pas apporté euh, comme cela est fait avec les enfants sédentaires. Donc, nous trouvons en cela une grosse injustice. Donc, dans l'analyse des causes profondes, nous avons développé, pour notre première question, c'était de savoir pourquoi ces enfants n'étaient pas vaccinés. Et il est revenu que les responsables de la vaccination, ne proposent pas suffisamment de stratégies pour les atteindre. Et pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'ils ne connaissent pas où les trouver et pourquoi ils ne connaissent pas où les trouver? Tout simplement parce que leur microplanification ne dispose justement pas suffisamment d'informations. Et pourquoi cette microplanification ne dispose pas suffisamment d'informations? C'est parce que les personnes ressources telles que les leaders communautaires, les religieux, les responsables administratifs, ainsi que les autres sectoriels comme le ministère de l'élevage, ne sont pas impliqués dans l'élaboration de cette microplanification. Et nous avons donc trouvé comme cause première justement la faible implication de ces leaders et ces personnes ressources dans l'élaboration de la microplanification de vaccination. Donc, dans notre rôle, nous avons trouvé d'abord intéressant de poser le problème aux responsables sanitaires, de leur poser le problème et d'encourager à la collaboration avec les autres sectoriels que nous avons cités plus haut. Maintenant, dans notre plan d'action, nous avons eu comme objectif général de vacciner au moins 70% des enfants nomades et à tous les antigènes dans les régions du Septentrion. Mais nous allons d'abord nous limiter dans la Damawa où nous nous trouvons. Pour ce faire, nous avons dégagé des objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique est de recueillir et de documenter les informations de base sur les nomades dans les 3 régions. Pour ce faire, les activités qui découlent de ça, c'est de faire un plaidoyer auprès des autorités sanitaires, du MINEPIA et auprès des autorités administratives pour la tenue d'un atelier de concertation sur l'approche à atteindre chaque enfant nomade. La deuxième activité est de tenir un atelier de concertation avec ces leaders afin de recueillir et de documenter des informations sur ces populations. L'autre activité sera d'estimer la population nomade dans chaque région. L'autre activité, toujours qui découle de ce premier objectif, est d'identifier les zones de transhumance. Comme deuxième objectif spécifique, c'est d'améliorer la demande de vaccination dans les communautés nomades. Et pour ce faire, les activités sont de désigner des ASC au sein des communautés nomades. L'autre activité est de former ces ASC sur les bases de la vaccination et surtout sur la surveillance des maladies évitables par la vaccination.
Et l'autre activité, c'est d'élaborer et mettre en œuvre un planning de sensibilisation des populations nomades sur la vaccination et la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Notre troisième objectif est d'améliorer l'offre de vaccination dans les populations nomades. Pour ce faire, nous devons désigner des points focaux nomades dans toutes les aires concernées par la transhumance et d'améliorer notre planification. S'il vous plaît. En fait, le quatrième objectif, c'est plutôt d'améliorer la microplanification. Et pour ça, nous devons organiser une série de 3 ateliers de microplanification où nous allons impliquer les autorités compétentes, les personnes ressources qui peuvent donner toutes ces informations sur les nomades. Et quatrième, notre cinquième et dernier objectif spécifique est de monitorer les activités de vaccination des populations de nomades. Et comme activité, il faudra produire des données de vaccination, de routine et même de campagne sur les populations nomades. Charlotte, voilà l'économie de notre travail. J'espère que vous m'avez compris. Merci à vous. Merci beaucoup, Anité. Mes questions m'appellent toujours. Attendez, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez les ressources disponibles pour mener à bien cette activité? Allô, Charlotte? Oui, je demandais, est-ce que vous avez les ressources disponibles pour mener cette activité? Pour un début, je pense que la première ressource qui sera disponible sera la ressource humaine parce qu'il est question d'abord des plaidoyers. Et je pense qu'en termes de plaidoyer et d'organisation, peut-être des réunions, peut-être en interne dans les différents districts, ça peut se faire juste avec la ressource humaine. Et c'est plus tard qu'on verra est-ce qu'il faudra une ressource supplémentaire, sûrement financière, pour faire des descentes parce qu'il faudra être proche de ces populations, collecter des informations de ces populations et peut-être faire une sorte de cartographie de leur déplacement. Donc, pour un début, il faudra d'abord la ressource humaine. Et je pense qu'il peut être disponible à vous. OK, merci beaucoup, Anissé. Maintenant, nous allons, et j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut des tonnerres ici. Et OK, il y a Marguerite Bossita qui pose la question à Anissé, à savoir, elle n'a pas bien compris vos paroles. Ouais, Marguerite. Mon rôle tout d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de sensibiliser d'abord, de poser ce problème clairement aux autorités sanitaires. Je pense que j'ai comme l'impression que le problème n'est pas encore très bien perçu. On pense que c'est un problème mineur alors qu'il est majeur. C'est une partie d'enfants qui subissent cette injustice, qui doivent avoir le vaccin mais qui ne l'a pas. Il faudrait que d'abord l'autorité sanitaire prenne conscience de ça. Donc, en tant que rôle d'épidémiologiste de terrain, je devrais d'abord sensibiliser mes pairs et maintenant les encourager. OK, d'accord, je pense que nous allons avancer. Il y a encore plusieurs mains levées. Maintenant, je me retourne vers Yannick, Yannick Kaboulou. Yannick, activez le micro rapidement. Allez-y, on vous écoute. Vous avez 5 minutes, s'il vous Ok, plaît. ok, merci beaucoup. Moi, c'est Yannick à partir de la République démocratique du Congo. Je suis médecin. J'exerce personnellement dans une zone urbano-rurale. Donc, l'injustice que je vais aborder, d'abord, c'est une succession des différents problèmes que j'ai rencontrés. En principe, je suis médecin au sein d'une institution médicale, mais j'exerce aussi des activités humanitaires où j'ai remarqué plusieurs dotations de subventions, même les distributions des vivres ou des cash. Il y avait vraiment beaucoup
d'injustice. Et comme c'était des activités temporaires, on n'avait pas assez de mécanismes pour essayer de sensibiliser comment ces activités, comment les bénéficiaires pouvaient en recevoir. Et avant même qu'on puisse chercher les mécanismes, l'activité était déjà terminée. Mais le cas échéant que je vais essayer de raconter, dans l'institution médicale où je travaille, il y a une dotation, disons une subvention à médicaments, particulièrement les antipaludéens, des antibiotiques et quelques solutés et perfusions. Alors, ce que j'ai remarqué, d'abord, il y a un défaut de communication. Défaut de communication, quand cette dotation est là, nous qui sommes médecins, on n'est toujours pas au courant qu'il y a certains médicaments qui sont disponibles. Des fois, ça peut s'épuiser, mais quand les stocks est déjà disponible, on ne vient pas nous dire que non, il y a tel médicament qui est disponible. Ça, c'est le premier point. Donc, parfois, on a besoin de prescrire ces médicaments, mais du moment où on ne sait pas qu'il y a une dotation, on ne sait pas comment prescrire ces médicaments. Et ce qu'on a plus remarqué, il y a des indigents et des vulnérables qui doivent en bénéficier, surtout quand on a une ordonnance et qu'on sent que non, la personne est indigente ou vulnérable, on cherche vraiment à ce qu'ils puissent bénéficier de cette dotation. Et la grande difficulté que nous avons, curieusement, cette dotation, quand elle est là, c'est tout le monde qui veut devenir malade, tous les personnels de l'hôpital qui devient malade, qui s'est fait examiner pour avoir une prescription et aller à la pharmacie ou au dépôt se procurer ces médicaments. Et quand les vrais bénéficiaires sont là, parfois ces médicaments sont épuisés. C'est ça le grand problème. Une autre situation pour les malades qui sont hospitalisés. Vous pouvez hospitaliser des malades et pendant ce temps-là, les gestionnaires des dépôts ou des pharmacies n'est pas là. Or, vous avez besoin de donner ces médicaments à ses bénéficiaires et des fois, le gestionnaire n'est pas là. Face à ces problèmes, nous avons essayé un peu de savoir les problèmes qu'il y a. On est passé par des sensibilisations entre collègues, entre nous tous, qui essayaient de bénéficier de ces médicaments sans être malades. On a essayé de voir les gestionnaires des pharmacies, les responsables des salles, ceux qui gèrent au quotidien les médicaments. On a compris qu'il y a un circuit qui empêche à ce que les médicaments-là soient disponibles. C'est ainsi la grande cause. Les indigents et les vulnérables, des fois, ils ne viennent pas se faire consulter. Et quand ils ne viennent pas se faire consulter, ils vont ailleurs voir des charlatans et autres. Face à nos responsabilités, notre rôle, nous sommes là pour uniquement consulter les malades et donner des prescriptions. Mais lorsque nous avons remarqué cela, nous sommes passés par des sensibilisations. On a vu les gestionnaires avec quelques collègues et les responsables. Mais la grande difficulté, on ne pouvait pas directement impliquer la communauté. Pourquoi? Parce que nous savons que non toutes les dotations, lorsqu'on ne connaît pas vraiment la quantité, quand est-ce que ça vient, il y a toujours la hiérarchie qui informe la communauté, notamment les CODESA, et on a été bloqué. Nous, on n'avait qu'à sensibiliser nos collègues, sensibiliser la hiérarchie afin qu'ils puissent mener des grandes consultations, des réunions avec la communauté pour que cette communauté puisse savoir que ces médicaments sont disponibles, pour combien de temps, la quantité. Quand ces médicaments s'est épuisé, au moins que cette communauté soit fixée de cette façon. Et nous aussi, les personnels médicaux, nous signaler au moment que non, il y a tel médicament, telle dose, telle posologie, tel dosage, telle quantité, et qu'on soit un peu au courant, qu'on puisse prescrire surtout pour les vulnérables qui n'ont pas assez d'argent. Maintenant, dans notre plan d'action, on a impliqué d'abord, comme je venais de le dire, à notre niveau,
on a impliqué nos collègues, la hiérarchie, les gestionnaires des stocks. Nous avons aussi laissé les recommandations à la hiérarchie, que la hiérarchie puisse organiser des réunions ponctuelles avec la communauté, notamment les CODESA. Nous avons aussi, dans notre plan, nous avons aussi nous avons aussi des recommandations à la communauté, que la communauté, notamment à travers les CODESA, qu'elle puisse mener à son tour aussi, qu'elle puisse s'intégrer au sein du centre de santé, qu'elle puisse, parce que nous savons que non, des fois, la communauté est un peu mise à l'écart quand il s'agit des dotations. Or, ces dotations, ça intéresse la communauté. Que les CODESA Yannick, aussi. excusez-moi, je vais vous interrompre. Est-ce que vous pouvez clôturer? Donc, je vous donne 30 secondes juste pour résumer. OK. En résumé, nous sommes allés plus loin. C'est une situation qui se passe à l'hôpital, mais étant donné que c'est une zone urbano-rurale, nos plaidoyers sont allés très loin, même aux décideurs, aux organisations, aux ONG, de façon qu'elles puissent aussi mener des enquêtes, parce que dans la communauté, il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs maux, il y a plusieurs problèmes qui nécessitent des dons, d'autres subventions de tout genre. Merci. OK, merci beaucoup Yannick. Et Yannick, comme Anissé et tous les autres qui ont présenté, je vous invite à regarder le chat. Il y a des questions et des commentaires qui vous concernent. Donc, vous pouvez répondre directement à ces questions et à ces commentaires dans le chat. Maintenant, je vais inviter Abdourahmane Soumana. Vous avez la parole très rapidement. 5 minutes, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup pour la parole. Moi, les sujets que j'ai traités, le titre s'intitule Accès équitable à une prise en charge médicale de qualité des enfants autistes du centre Cézanne de Bamako. En fait, j'ai parti du constat que j'ai vu qu'il y a vraiment des enfants autistes dont les parents n'étaient pas du tout satisfaits de la prise en charge. Et je me suis rapproché, j'ai vérifié tout ce qui était donné. Je me suis rendu compte que vraiment, il y avait vraiment des insuffisances dans la prise en charge de ces enfants. Il y a des besoins spécifiques qui n'étaient pas pris en compte. Il y avait aussi des insuffisances en tout ce qui, il y a des aspects tels que la nutrition, les besoins nutritionnels qui n'étaient pas pris en compte. Il y avait les besoins de suivi qui n'étaient pas pris en compte. J'ai essayé d'analyser et pour voir, après, auprès de tout ça, comme cause, moi, je me suis dit que d'abord, première observation, c'est que la prise en charge n'était pas satisfaisante. Pourquoi? Parce que les traitements prescrits ne sont pas efficaces et les coûts ne semblent pas satisfaire les parents. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai trouvée. Et j'ai essayé de gratter. Je me suis rendu compte que l'outil semble peu connu par les prestataires. C'est pour cela qu'ils sont vraiment inefficaces. Ils ne sont pas très efficaces par rapport à ces cas. Et donc, ils ne donnent pas des prescriptions qui répondent aux besoins. Et pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que certains prestataires ne sont pas formés sur la prise en charge holistique du trouble. Ils sont spécialistes dans d'autres domaines, dans les troubles neurologiques de façon générale, mais ne sont pas formés de façon spécifique pointue sur ces cas. Et que j'ai essayé de gratter aussi pour voir pourquoi ils ne sont pas formés. Je me suis rendu compte que l'autisme n'est pas considéré comme un problème de santé publique majeur. Donc, ce n'est vraiment pas sous les projecteurs et donc ça passe inaperçu. Et comme rôle, je me suis quand même donné le rôle d'aider ces enfants du centre pour leur apporter pour une prise en charge, améliorer leur prise en charge et ainsi améliorer les symptômes de ces enfants, la qualité de leur vie et puis soulager aussi les parents qui sont parfois désespérés et qui semblent avec peu de cours. J'ai dressé un petit plan d'action dont la première activité, c'était vraiment de sensibiliser d'abord les responsables du centre Sésame, ce centre qui reçoit ces enfants qui avaient besoin d'éducation spécialisée, pour leur dire qu'en plus de de l'éducation spécialisée, en plus de la prise en charge purement médicale, il y a vraiment ce besoin d'une prise en charge nutritionnelle intégrée. Ensuite, je me suis, avec les personnels du centre,
et l'administration du centre, on s'est engagé, on s'est mis à sensibiliser, on a commencé à sensibiliser les parents des enfants maintenant pour leur expliquer qu'il y a effectivement un besoin d'une prise en charge nutritionnelle qui doit être intégrée à la prise en charge médicale et à l'éducation spécialisée pour aider vraiment ces enfants et les parents. Et j'ai commencé quand on a fini de sensibiliser ces enfants en juillet, et ses parents disant en juillet, excusez-moi l'expression, j'ai commencé à faire des consultations médico-nutritionnelles à ces enfants avec des prescriptions nutritionnelles. Et je me suis aussi attelé à informer et sensibiliser les personnes médicales, le personnel médical qui avait aussi en charge la prise en charge purement médicale des personnes spécialisées de ces enfants. Donc, c'était vraiment un petit paquet d'activités qui n'était pas très ambitieux et qui nous permettait aussi d'être un peu plus efficace. On est à nos tout début et c'est un problème qui est vraiment peu connu, peu compris. Et pour qui je pense que ces enfants, il y a un besoin d'équité pour ces enfants et qui sortent de l'ordinaire, qui ont des besoins spécifiques, contrairement aux autres enfants. Et je me suis dit que cette prise en charge en tenant compte des indications pour améliorer leur état sanitaire, leurs conditions de vie, la qualité de vie des parents aussi. Et parce que ces parents aussi même ne sont plus en bonne santé, si on s'en prend aux définitions de l'OMS de la santé, on se rend compte que et les enfants et les parents ne sont pas en bonne santé. Les enfants sont malades, ils font des crises, ils font des troubles du comportement. Les parents sont totalement épuisés, ils sont anxieux et ils sont un peu désespérés. Donc, je me suis dit que ce projet va contribuer vraiment au fil du temps à améliorer la situation, la situation sanitaire de ces enfants et de leurs familles aussi. Merci bien. C'est un peu résumé pour être, je pense, dans les 5 minutes chrono pour éviter, voilà. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdourahmane Soumana. Et je regarde le temps passe très vite. Mais je pense que dernière prise de parole par rapport à la présentation, parce que j'ai d'autres questions pour vous, bien sûr. Mais j'aimerais qu'on écoute Priska. Et Priska, j'espère que cette fois-ci, la connexion Internet serait de votre côté. Allez-y, vous avez 5 minutes. Allô, vous m'entendez? C'est bon. Oui, allez-y, Priska, on vous écoute. Alors, bonjour chers collègues, bonjour à toute l'Assemblée. Je suis Priska Talboussouma au niveau du CMS à Moutier au Togo. Alors, mon problème part du contexte que j'ai remarqué que beaucoup de mes collègues au niveau du personnel de santé, depuis 6 années d'expérience sur le terrain, négligent leur santé parce que nous avons eu à perdre au moins 3 collègues comme ça. Et c'est après le décès que nous avons appris que ces gens avaient des pathologies sous-jacentes. Alors, c'est ce qui nous a amené à situer le contexte comme quoi nous avons l'assurance maladie universelle qui a été intégrée au Togo, dont tous les fonctionnaires et tous les contractuels sur les sites sont intégrés. Mais il faut dire que les salaires du personnel de santé ne leur permettent pas de vraiment subvenir à leurs besoins en santé comme il le faut. Ce qui fait que les gens sont démotivés, les gens ne veulent pas aller à l'hôpital ou bien nous avons ce problème-là de sacrifice où on se dit, il faut que je traite le patient d'abord, ce qui fait que le personnel de santé néglige vraiment ce qu'il y a. Pour l'analyse de la cause profonde, la première cause était la négligence de la santé du personnel. Il se dit que ce n'est pas urgent. Et la deuxième cause a été le... Est-ce que vous pouvez aller directement à ce que vous avez décidé choisi comme cause profonde? D'accord. La cause profonde était la faiblesse structurelle du système pour la protection du personnel de santé en matière de santé. Alors, l'analyse personnelle nous a montré que nous sommes concernés nous-mêmes par ce problème et au niveau du plan d'action, nous avons centré les activités essentiellement sur nous-mêmes et avec réduction des coûts, comme quoi il faut déjà organiser au sein de notre personnel des réunions de sensibilisation, non seulement au niveau de notre personnel, mais faire le plaidoyer au niveau supérieur à la direction préfectorale et à la direction régionale de la santé pour que les responsables de formation sanitaire soient briefés sur l'importance de prendre soin de soi, de faire les bilans de santé, de se contrôler. Il y a aussi les lettres de plaidoyer
qui doivent être écrites par moi, bien sûr, au niveau des structures qui couvrent le personnel de santé, comme les différentes entités des infirmiers, des médecins et les syndicats aussi, pour qu'ils puissent s'entendre et nous identifier, pourquoi pas, les listes des personnes spécialisées vers qui nous pouvons nous adresser quand le personnel a des problèmes. C'est ce qui pourrait faciliter aussi certaines choses chez nous ou bien nous motiver à aller se soigner. Il y a le fait de réduire les coûts au niveau des admissions, au niveau des consultations qui pourraient aider. Ça, ce sont des lettres de plaidoyer qu'il faut faire au niveau des syndicats et structures pour pouvoir nous aider. Et disons qu'en conclusion, ces activités-là pourront nous permettre de déjà, à mon niveau, au niveau du personnel de santé, organiser des séances de dépistage du personnel sur les maladies cardiovasculaires, par exemple, pour un début, et l'étendre, ce qui pourrait nous permettre de réduire les décès et les négligences côté santé du personnel de santé en lui-même. En bref, voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Priska. Et justement, la raison pour laquelle je voulais qu'on écoute votre projet à tout prix, c'est parce que ça se penchait du côté du personnel de santé et c'est en droite ligne avec le commentaire d'Olivier Dia dans le chat qui dit un projet pertinent selon moi, se pencher sur le personnel de santé qui se néglige est important. Bonne suite pour la mise en œuvre de votre projet, Priska. Donc, Priska, j'ai une question rapide pour vous. Je n'ai pas bien saisi votre rôle, le pouvoir que vous avez et les hypothèses dans ce projet. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu par rapport à le rôle que vous avez? Mon rôle ici sera d'organiser les séances de sensibilisation. Déjà chez moi, c'est de pouvoir intégrer lors de la rédaction des micro-planifications des budgets pour faciliter les bilans de santé du personnel 2 fois par année déjà chez moi. Maintenant, c'est de solliciter la direction préfectorale de la santé en tant que responsable de formation sanitaire, faire un plaidoyer pour sensibiliser mes autres collègues. Maintenant, à leur niveau, eux, ils pourront prendre la suite, etc. Mon pouvoir ici, c'est de commencer et d'attirer l'attention des autres là où je suis, dans la direction préfectorale, dans la région, pour que ça puisse s'étendre un peu tout le long, pourquoi pas au niveau pays. OK, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois plus, Priska. Et je vais vous prier de lire les commentaires que les collègues laissent dans le chat à votre endroit. Donc, maintenant, je vais vous demander de taper oui dans le dialogue en direct. Si vous voulez qu'on continue, qu'on ajoute 15 minutes à notre séance, parce que j'ai encore Vous m'entendez? Je pense que j'ai... OK, je vois beaucoup de oui dans le dialogue en direct. Donc, ce que nous allons faire, parce que je dois vous parler un peu des prochaines étapes en ce qui concerne la certification. Donc, nous allons écouter, peut-être que je vais passer aux questions suivantes. Et je vais inviter John. John, vous avez la main levée. D'autres personnes, je voudrais savoir, en ce qui concerne votre projet, quel est le changement le plus important que vous avez apporté à votre projet de terrain sur la base du retour d'informations des pairs et comment cette amélioration renforce-t-elle votre plan d'action? Ça, c'est ma première question pour vous, John. Et deuxième, quel a été pour vous l'aspect le plus précieux du processus de revue par les pairs, à la fois en tant qu'évaluateur et en tant que personne recevant des commentaires? Donc, je vois que tous les mains, du coup, ont été baissées. Est-ce que vous pouvez lever la main? Mais tout à l'heure, John, vous avez la main levée. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de prendre la parole. OK. En attendant les mains levées, je vais passer à quelques diapositives. OK, je vois Allô? Jérémy. Oui, oui, John, on Allô? vous écoute. Oui, oui, allez-y, John. Bonjour à tous, c'est M. John au niveau de la FDC
Nous avons eu à développer sur les problèmes d'injustice au niveau de la communauté. Dans l'un des collègues a été pris en otage par la communauté. Il a eu des problèmes sérieux avec la communauté. Pourquoi? Parce que il avait comme problème privé la communauté de ses droits. Donc, il s'agissait bel et bien de l'appui au niveau de la communauté par rapport à la prise en charge nutritionnelle au niveau de la communauté. Alors, il y a une communauté qui s'est plainte. Pourquoi? Parce qu'ils ne bénéficient pas de la prise en charge nutritionnelle. Nous sommes allés voir les collègues. Je ne sais pas si c'est moi, mais je n'arrive plus à entendre John. Est-ce que vous l'entendez? OK. Oui, 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 moi aussi, je l'ai perdu. Moi, je croyais déjà que c'était peut-être ma connexion Internet. OK. Donc, j'ai vu tout à l'heure, Jaona, vous disiez que vous n'arrivez pas à activer le micro. Donc, Jaona, je vous invite à activer le micro. Nous avons perdu John, il a perdu la connexion Internet. Donc, Jaona, êtes-vous à me... OK? On vous écoute. Oui, bonsoir, chère Charlotte, et bonsoir à tous. En fait, c'est pas lever les mains, hein, mais quand même, j'ai essayé de parler deux ou trois phrases par rapport à votre question, si vous me permettez. Oui, allez-y, on vous écoute. D'accord, merci. Par rapport à l'aspect en tant qu'évaluateur, j'ai déjà parlé avant, mais je vais ajouter un peu. C'était difficile de mettre à la place de l'évaluateur, mais heureusement, euh, pour rester objectif par rapport au projet de mes collègues, je devais créer et réétudier encore et les guides pour l'évaluation du projet et les grilles critériées et en même temps le projet en question. Mais au total, cette activité m'a tellement beaucoup aidé pour penser à mon propre projet. La deuxième question, en tant que récepteur de retour d'informations, j'avais reçu deux retours de mes collègues. La première, le premier retour, j'ai beaucoup aimé parce que je sais bien que la personne a bien lu et il a essayé vraiment de comprendre ma situation en tant qu'auteur du projet et les conseils qu'il m'a donnés, ça m'a aidé vraiment comment améliorer mon propre projet. Pour le deuxième, je ne sais pas si la personne a quelque chose de problème parce que les, la, la totalité des rubriques, des commentaires, ce sont tous des copies-collées, mais quand même, il a bien démarré le commentaire et j'avais eu l'occasion de positiver son effort. C'est tout en général, Charlotte. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Surtout, merci à vous, Jauna, pour ce partage. Nous avons la main levée de Mireille. Mireille Moutouale. Mireille, allez-y, vous avez la parole.
Ok, bonjour Charlotte, bonjour chers collègues. Merci de m'avoir accordé la parole. Par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir pour les processus de revue par le père, j'ai beaucoup apprécié le revue par les pairs des collègues. Euh, en tant qu'évaluateur, j'ai appris beaucoup des collègues pour améliorer mon travail avant que je puisse avoir le feedback des autres. Et je sais que j'étais au four et au moulin. Je n'avais fait que l'histoire de la situation sans pour autant réfléchir sur les cinq pourquoi. Mon rôle, j'avais mis mon rôle, mais pour les plans, je n'avais pas fait. Je me disais que je ne rate pas le bateau, j'y vais comme ça et avec le feedback, je pourrais améliorer. En tout cas, les histoires des collègues ont reflété aussi beaucoup de réalités et les défis que la RDC avait. Mais en tant que le retour par le père, c'est là où ça m'a quand même laissé un peu en souffrance. Je n'avais eu que le retour d'un collègue et c'est hier, quand j'ai m'attelé dimanche hier, quand j'ai m'attelé pour faire ma dernière lecture, c'est quand j'ai vu les deux retours par le père. Là, je tiens à rappeler aux collègues, hein, ce qui est vrai quand on regarde le tutoriel de Reda et même les conseils de Charlotte, on nous dit toujours que le travail que les amis présentent, c'est un travail intellectuel. Il faut apprécier, il faut améliorer, il faut avoir de mots qui donne quand même confiance et qui oriente quand même les collègues. J'ai été blessée du fond de moi parce qu'un collègue m'a dit que j'ai traité le travail d'une légèreté. Ça m'a bouleversée et j'ai même répondu pour lui dire que j'ai plus de 15 certifications de tout Zurich avec la fondation. Si j'ai traité les histoires avec légèreté, je n'allais pas être là. Et je lui ai rappelé qu'on est des responsables. Des fois, on est buté à certaines difficultés du travail. On doit répondre aux exigences du travail au même moment où on devait se concentrer. On s'est dit, on fait pour avoir les feedbacks, mais il faut qu'il y ait des feedbacks qui valorisent quand même la personne qui t'a évalué et qui donne encore le retour de valeur à la personne que vous avez évaluée. En tout cas, je tenais vraiment à faire porter ma voix parce qu'il y a aussi d'autres qui ont été frustrés, mais qui ne l'ont pas dit. On ne peut pas taire certaines choses parce qu'on est déjà dans une famille, comme on dit, les linges ça se lavent en famille. Quand on a une difficulté, il faut l'exposer. Merci. Merci, Charlotte. Alors, vous m'avez suivi? Je ne sais pas. Allô? Oui, alors bonjour à tous. Je crois que Charlotte a des soucis de connexion. On vous a bien entendu. Et je salue Oui. toute l'Assemblée. Euh, je suis à l'écoute simplement parce que je suis actuellement en déplacement et sur le point de monter à bord d'un avion. Mais par contre, je sais que Charlotte va être de retour très rapidement, même si je ne la vois pas pour l'instant. Donc, vous savez comment ça se passe. On a tous vécu, même lors d'une séance qui est d'une importance capitale pour nous. Eh bien, les problèmes de connexion, si j'ai bien compris, ce sont de fortes pluies euh, dans la région du Cameroun où se trouve Charlotte. Donc, on va simplement passer à la prochaine personne qui souhaite prendre la... Ou alors, on va devoir clôturer précocement cette assemblée. Mais en tout cas, vous aurez bien sûr les suites concernant la certification. Je crois que c'était ce que Charlotte avait l'intention de vous présenter. Alors, je vois Solange qui a sa main levée. Solange, est-ce que vous êtes là? Oui, mesdames, je suis là. OK, Est-ce que vous merci m'écoutez? beaucoup. Ah, Voilà, Charlotte est Charlotte, de on est de retour. retour. OK. Tout à Bonjour à l'heure, toi, Charlotte. merci Reda. Tout à l'heure, je disais à Jérémy
Donc, je disais à Jérémy que nous sommes de tout cœur avec lui à cause des soucis de connexion Internet et la même chose m'est arrivée. Donc, je dis merci à Reda parce qu'il était là pour prendre. Donc, Reda, qui avait la parole, s'il vous plaît? Alors, c'était Solange qu'on était sur le point d'écouter. Solange, c'est à vous. Ok, merci encore Reda et merci aussi à Charlotte. Tout à l'heure, j'ai écouté le témoignage du retour de l'évaluation par les pairs d'un collègue qui se plaignait du retour qui n'était pas encourageant. J'ai eu un retour pareil, mais moi, je l'ai pris d'un côté positif, tout en adoptant à l'esprit que nous n'avions pas la même capacité d'expression ou bien de réaction. Je l'ai plutôt pris d'un côté positif et j'ai vu le côté positif des commentaires sans pour autant mettre en avant le retour qui n'a pas peut-être euh, euh, suivi les recommandations ou bien l'éthique de la formation. Donc, j'aimerais encourager les collègues à plus voir le côté productif, le côté qui peut nous apporter une vision ou bien une évaluation de notre projet, c'est de voir beaucoup plus les mots mal placés, comme je peux le qualifier ainsi. Normalement, c'est interdit, mais on peut répondre à la personne. Oui, on a pris les commentaires en compte, mais s'il pourrait s'améliorer pour la prochaine fois en respectant le code de la formation, ça serait très bien. Donc, je voulais juste apporter un plus à ça par rapport à mon expérience personnelle aussi. Merci. OK. Ok, il me semble qu'on a... Ok, je pensais qu'on avait de nouveau perdu Charlotte, mais non, Merci beaucoup pour ce partage, Solange. Et je pense que nous avions dit tout au long de cet exercice d'apprentissage par les pairs que toute occasion, depuis le premier jour, nous avions eu plusieurs opportunités d'apprendre et que nous devions utiliser tout ce que nous avons appris à la fin pour améliorer nos projets, même si tout que nous avons reçu des pairs par rapport à notre projet initial n'est pas ce qu'on entendait. Donc, nous avions eu suffisamment de ressources qui peuvent nous permettre d'améliorer. Moi, je pense qu'à cause des soucis de connexion que j'ai, je vais passer directement aux prochaines étapes. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et puis, si on a quelques minutes à la fin, nous pourrons écouter peut-être une ou deux personnes qui vont nous dire quel a été l'aspect le plus surprenant et le plus instructif de ce modèle d'apprentissage par les pairs par rapport au modèle d'apprentissage, aux formes d'apprentissage traditionnelles. Et puis, peut-être que ce qui vous a marqué le plus dans tout ce processus. Mais déjà, c'est pour parler de la certification. Donc, vous allez voir d'ici quelques jours un nouveau module au niveau de la plateforme pour ceux qui vont déposer la version finale de leur projet de terrain, un nouveau module qui parle de votre certification. Et là, il y aura des différents aspects, mais c'est que nous relevons ici, c'est que nous mettons en exergue votre contribution à la communauté. Donc, c'est un espace réservé à ceux qui se sont démarqués. Nous nous disons que parce que vous avez participé à cette première cohorte, cette cohorte inaugurale de ce programme d'apprentissage sur l'équité dans la recherche et la pratique, vous êtes des leaders. Et donc, vous avez un accès exclusif à ce module. Et il y a aussi une communauté qui est créée pour vous de tisser des liens avec d'autres collègues qui sont engagés comme vous. Donc, il y a deux options. Vous pouvez partager votre idée la plus importante ou bien vous partagez votre projet complet pour que les autres collègues, parce que jusqu'à présent, seulement 3 collègues ont vu votre projet lors de la revue par les pairs. Vous voulez partager avec une grande communauté pour qu'ils puissent y apprendre, allez-y, vous avez cette option. Aussi, vous aurez
l'opportunité de vérifier les activités que vous avez eu à mener et pour vous rassurer que vous avez rempli toutes les conditions pour être certifié. Donc, les 5 étapes à terminer, vous devez vous rassurer que vous avez partagé votre premier projet, vous avez donné le retour, vous avez complété la revue par les pairs, vous avez répondu aux conseils que vous avez reçus sur votre projet, vous avez planifié comment vous allez améliorer votre propre travail et puis vous avez partagé votre projet final et amélioré au niveau de la plateforme. Aussi, vous aurez la possibilité de télécharger une lettre officielle de la Fondation Apprendre Genève qui décrit ce que vous avez fait réaliser au cours de cet exercice d'apprentissage et ça serait une preuve de votre développement professionnel. Donc, c'est un document que vous pouvez télécharger au niveau de la plateforme. Maintenant, ce qui concerne la certification proprement dite, nous avons 2 options et ça concerne des différents groupes de personnes. Il y a une bourse complète pour ceux qui ont contribué à l'événement spécial que nous avons organisé en amont de cet exercice d'apprentissage et aussi ceux qui ont contribué à une consultation que nous avons menée dans le cadre de ce programme. Donc, si vous avez participé à cette formation et vous avez rempli toutes les conditions de certification, vous aurez une bourse complète. Donc, on va vous donner le certificat gratuitement. Maintenant, il y a une bourse partielle pour ceux qui font partie de cette cohorte inaugurale. Comme nous avons dit tout à l'heure, vous êtes la cohorte inaugurale et à cause de cela, vous aurez un prix réduit pour les pionniers qui vous seraient communiqué par courriel dans les jours à venir. Maintenant, nous avons créé une plateforme avec vous. Ça, c'est une initiative unique qui a été développée par la Fondation Apprendre Genève sans partenaire externe. Et nous comptons sur votre contribution pour créer des nouvelles cohortes pour donner cette opportunité aux autres. Donc, toutes les revenus que nous allons récolter, nous allons les réinvestir pour avoir d'autres cohortes de cette formation et nous tenons vraiment à vous remercier parce que vous vous êtes joints à nous pour développer ce programme d'apprentissage. Autre chose au niveau de la plateforme, c'est que vous aurez la possibilité de rejoindre les groupes pays des anciens des programmes de la Fondation Apprendre Genève sur Telegram. Donc, il y aura un élément où vous pouvez télécharger un fichier qui a des liens sur lesquels vous pouvez rejoindre les groupes pays des scolaires, de ceux qui ont participé au programme de la Fondation Apprendre Genève dans le passé. Donc, c'est une autre occasion pour vous d'élargir votre réseau professionnel. Donc, ça, c'est en quelques mots ce qui nous attend. Et aussi, je voudrais dire, avant qu'on se sépare aujourd'hui, que nous avons un exercice d'apprentissage par les pairs qui débute, qui a même déjà commencé parce que la plateforme est ouverte, mais les séances directes commencent officiellement. Jour 1 commence officiellement la semaine prochaine, lundi de la semaine prochaine, et c'est le programme d'apprentissage zéro dose pour les professionnels de la vaccination de la République démocratique du Congo. Donc, si vous êtes ici et vous êtes de la RDC, nous vous invitons à participer massivement à ce programme d'apprentissage. Reda, je ne sais pas si vous êtes en mesure de prendre la parole juste pour dire un mot à ceux qui sont ici, pourquoi il serait important pour eux de participer et d'inviter les collègues à y prendre part aussi. Et je vais mettre le lien dans le chat. Merci Charlotte. Oui, donc on a cet exercice, c'est vraiment une première, en partenariat avec les PEV, donc l'équipe PEV nationale de la RDC et l'UNICEF, et puis surtout le réseau des nouveaux ambassadeurs de la Fondation en République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment avec tous ces partenaires que nous menons cet exercice qui va débuter lundi. Et effectivement, non seulement donc on vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, il est temps de le faire. Les activités ont effectivement, la plateforme est déjà ouverte pour cet exercice spécifique. Et je dirais de surcroît que toutes les personnes des pays, tous les acteurs de la santé, pas seulement ceux de la vaccination, sont les bienvenus.
et également que les acteurs des pays limitrophes avec la RDC ou qui travaillent avec des populations congolaises, qui peuvent être des populations déplacées ou quelles que soient les circonstances, eh bien, sont également invités et encouragés à rejoindre cette initiative. On laisse toujours des places pour les scolaires, donc pour les leaders, justement, donc, comme disait Charlotte, de la communauté des scolaires. Et c'est ainsi que nous menons cet exercice. Merci, Charlotte. Merci beaucoup, Reda. Et peut-être aussi un dernier mot pour ce groupe qui a été très, très engagé, produit des projets de très bonne qualité et beaucoup de conseils en ce qui concerne l'apprentissage par les pairs. Donc, peut-être un mot de la fin pour vous, à notre communauté scolaire pour l'équité. Reda? Oui, Charlotte, c'est vraiment une première pour nous. On a développé ce programme avec vous et c'est vraiment par et pour vous que ce programme a pu être mis en place. Nous n'avons pas trouvé de partenaires externes comme nous le faisons pour d'autres, comme nous sommes en mesure de le faire pour d'autres programmes, par exemple avec l'UNICEF pour le programme qu'on vient d'évoquer sur la RDC. Donc, non seulement j'aimerais vous féliciter d'avoir donc participer à ce programme jusqu'au bout, d'être aujourd'hui à la ligne d'arrivée en ce qui concerne donc, la reconnaissance que vous avez bien rempli toutes les conditions requises pour compléter cet exercice, mais également vous remercier et vous saluer pour votre engagement, notamment pour ceux qui ont participé au grand événement du 11 avril, à la consultation qu'on a ensuite lancée. Et c'est justement pour cela que nous reconnaissons votre participation aujourd'hui à travers, pour la première fois, donc ces bourses dont les détails seront partagés par courriel aux personnes concernées. Donc, une fois de plus, je tiens à vous féliciter, à vous remercier et à saluer. On sait que dans la communauté des scolaires, il y a aussi bien des personnes qui viennent, donc c'est le premier exercice, la première expérience, et d'autres aussi qui sont avec nous depuis, dans certains cas, bientôt 10 ans, puisque l'année prochaine, nous allons fêter les 10 ans à la première décennie de la Fondation Apprendre Genève. Donc, on vous remercie pour votre fidélité, pour votre engagement, pour votre confiance, et on fera tout de notre côté. On mettra tout en œuvre pour continuer à mériter cette confiance et tisser ensemble des liens nouveaux entre les acteurs de la santé pour faire la différence pour les familles, pour les enfants, pour vos pays, pour nos pays. Et j'espère que ce n'est que le début. C'est pour ça qu'on appelle cette assemblée le commencement. Merci. Merci beaucoup, Reda. Et sur ce, je vais inviter tout le monde à activer son micro. Juste pour vous devant votre écran, vous pouvez applaudir parce que vous êtes arrivés jusqu'ici. Juste un dernier appel pour poser les Bravo. Merci, merci. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette formation. Attendons les invitations. À la prochaine. Autre chose, Bye bye, à la prochaine. Telegram, ça nous complique. De bonnes choses à vous. À la prochaine. Nous attendons les invitations de 10 ans d'anniversaire. À la prochaine. Merci beaucoup. Prochaine, bye. Des bonnes choses. Bye bye. Bye bye, bye bye. Ok, merci beaucoup. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. 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 Bye bye. J'inscrirai Viviane. Vous toujours vous inscrire, mon cher. Bye bye. Bye bye. Le lien d'inscription dans le chat. Partagez avec les collègues, tenez la main d'une personne et avec lui, participez à cette formation avec lui. Et je vous dis à très très bientôt, donc aussitôt que mardi prochain pour la séance, la journée de découverte dans le cadre de cette formation sur
le rattrapage des enfants zéro dose en RDC. Mardi prochain, on se met ensemble. Ouais, nous y sommes, nous y sommes. OK, excellente semaine à toutes et à tous. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much.